Imaginez qu'on amène votre enfant à l'hôpital sans vous et qu'on vous apprend que votre enfant est décédé sans vous montrer son corps, ou pire, en vous montrant le corps d'un autre enfant décédé et vous savez très bien que c'est pas le vôtre. Et vous découvrez des années plus tard qu'on l'a donné en adoption à votre insu. Anne, on peut difficilement imaginer quelque chose de plus épouvantable, mais ça s'est passé ici au Québec. Oui, des familles de différentes communautés autochtones, de différentes nations même, m'ont appelé pour me raconter leurs histoires d'enfants disparus. Et ça, c'est venu à la suite d'un reportage qu'on avait diffusé il y a 2 ans et qui racontait l'histoire de 9 enfants Inuits qui avaient été envoyés à l'hôpital de Blanc-Sablon dans les années 70 et qui n'étaient jamais revenus. Alors, pour s'en rappeler de ce reportage, voici l'extrait. Pakwashipi, 1972. Une petite communauté de 80 Autochtones habite au bord de la rivière Saint-Augustin, en Basse-Côte-Nord. Les Inuits viennent tout juste d'entrer dans leur première maison. Encore hier, ils vivaient sous la tente et étaient nomades. Ils n'avaient pas demandé ça. Ils étaient mal dans leur maison, eux autres. Ils n'aimaient pas ça, être dans ces maisons-là. Cette année-là, plusieurs enfants tombent malades. Il toussait beaucoup. Il faisait de la fièvre. On n'était plus sous la tente. Il y avait des maisons à ce moment-là. Un à un, les enfants sont évacués par la voie des airs, car il n'y a pas de route, vers l'hôpital de Blanc-Sablon, à 200 km. Seuls, sans leurs parents. Chaque fois qu'un de mes enfants a été hospitalisé, on m'interdisait de l'accompagner. En quelques mois, 9 enfants vont ainsi partir. 9 pour une si petite communauté, autant dire une saignée. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'ils sont décédés à cause d'une maladie ou... Ces enfants, on ne les reverra jamais. Tellement touchant, ce reportage, Anne. Et la bonne nouvelle, c'est que l'enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues a repris certains des éléments de votre reportage pour pousser plus loin l'enquête. Absolument. Et à la suite de ce reportage-là, vous avez commencé à recevoir d'autres appels d'ailleurs dans d'autres communautés. Oui, j'avais décidé de simplement les aider, ces familles-là, parce que c'est plus facile pour moi de faire des recherches dans les archives médicales que pour elles, qui sont loin, qui parlent pas toujours très bien français. Mais lorsque j'ai vu l'ampleur de la situation et du problème à Maud, j'ai décidé de faire un deuxième reportage. Comment je vais les appeler, mes petits anges? Pour le garçon, Pierre-Luc. Et ma petite fille, je lui donne comme nom Maggie. Martha vient de loin pour honorer la mémoire de ses enfants, enfin retrouvés. Elle est Atikamekw de Manawan, en Haute-Mauricie. Il y a quelques mois, elle nous racontait son drame. J'ai été évacuée en urgence. 5 jours à l'hôpital de Joliette. C'est là que mes bébés sont nés. Je les ai vus vivants, chacun dans l'incubateur. C'était en 1971. C'est la dernière fois qu'elle les verra. Le médecin lui a dit que les jumeaux n'avaient pas survécu, mais elle ne les a pas vus morts. Je n'ai rien eu, ni certificat de décès, ni la déclaration de naissance. Un doute s'installe. À sa demande, nous avons cherché des documents et retracé des rapports d'autopsie. Fait que 71, c'est environ ici. D'après nos recherches, ces jumeaux seraient enterrés ici, au cimetière de Joliette, dans une fosse commune pour les corps non réclamés. Mais à notre étonnement, cela ne suffit pas à convaincre Martha. Maintenant, avec les avis de décès qu'on a trouvés puis les rapports d'autopsie, est-ce que vous pensez que vos enfants sont morts? Les rapports que j'ai eus, c'est difficile à croire encore. Un autre bébé, la petite Lauréana,
aurait été enterré ici, en 1973. Mais ses sœurs en doutent également. Le fait que vous avez eu les avis de décès, le rapport d'autopsie, est-ce que ça aide un peu, ça, ou pas? J'ai pas l'impression. On est comme dans le néant encore. La jeune Loriana avait été évacuée de Manawan vers Joliette. Pierre-Paul raconte l'épreuve de ses beaux-parents. Les parents ont été obligés de revenir à la Manawan. Ils ont laissé leur fille là-bas. Ils ont reçu un téléphone comme de quoi Loriana allait bien. Quelques jours après, ils apprennent que l'enfant est décédé. Ils ont pu se déplacer pour voir leur fille, 200 km en hydravion. Mais l'impensable se produit. Ils ont vu un enfant qui était plus grand que Loriana. Quel âge avait Loriana? Juste quelques mois. Puis l'autre avait de l'air d'avoir 1 an. Puis ils ont dit, mais c'est pas notre fille. Puis la personne qui était là, lui a dit, oui, c'est votre fille. Puis il a fermé le cercueil. De plus, Loriana est encore sur la liste des Indiens inscrits, comme si elle était vivante. Mais est-ce suffisant pour remettre en question le papier officiel de décès? J'étais moi-même amenée à l'extérieur. Sans escorte. Sans escorte parce que j'étais malade. C'est avec l'histoire d'Alice que nous commençons à comprendre leur méfiance. J'ai passé proche, moi aussi, passé dans ces affaires-là, tu sais. Alice avait besoin de chirurgie à la hanche. Elle a séjourné seule à l'hôpital de Joliette. Il y a une travailleuse sociale qui s'est présentée pour m'amener à Manawan pour faire signer mes parents pour adoption. Les parents d'Alice avaient accepté de la laisser un temps en ville pour obtenir des soins, pas l'abandonner à une autre famille. Mon père et ma mère ils ont dit non, il n'y en a pas question. Il dit, c'est ma fille. Mes parents m'auraient perdu sinon, là. Alice, elle, a été rescapée. Mais d'autres enfants se sont volatilisés. Envoyés à l'hôpital pour être soignés, ils ont disparu pendant des années, parfois pour toujours. C'est ainsi que la petite Diane a disparu pendant des années. Bienvenue au chalet. Sa famille Atikamekw nous accueille à leur campement pour raconter ce qui s'est passé. Bien, on me l'a volé, on nous a volé notre sang. C'est ça qu'on dit. Ben, c'est à peu près ça qui s'est passé, là. Elle me dit que quand son bébé est tombé malade, il y avait à peu près 6 mois. Fait qu'ils ont comme resté, je sais pas combien de jours, en veillant sur Diane parce qu'elle était sur le bord. Elle s'attendait qu'il meure, son bébé. Finalement, ils ont réussi à demander un avion, puis ils sont allés à La Tuque. Diane est évacuée, seule, sans sa mère. C'était la norme à l'époque. Elle a une pneumonie qui nécessite de la garder un temps à l'hôpital de La Tuque. Mais elle s'est volatilisée, placée dans une famille blanche sans le consentement de ses parents. On a trouvé un document aux services sociaux. Je l'ai vu, le papier, placement d'enfants. Puis c'était vraiment marqué « abandon des parents ». J'ai amené ce document-là à ma mère, j'ai traduit le document. Puis elle se souvenait qu'elle avait signé un document, mais le curé lui disait c'est pour qu'elle puisse être soignée. C'est pour ça qu'il faut devait signer ce document-là. Mais c'est pas du tout pareil, là. C'est pas la même chose. J'imagine que votre mère, elle désirait récupérer l'enfant. Oui, tout le temps. Oui, c'est ça. De l'âge de 6 mois jusqu'à peut-être 5-6 ans, ils n'ont comme pas eu de contact. Mais elle espérait toujours de recevoir « OK, vous allez pouvoir venir chercher l'enfant », puis ça venait pas. Puis le seul moyen qu'il y avait pour avoir des nouvelles, c'était par le chef, puis par le curé aussi. Pourquoi c'était la seule façon? Ben parce que les autres vivaient sur le territoire. Quand il y avait la chance d'aller au village de Sainte-Maure pour l'épicerie ou des choses comme ça, ben il allait chercher l'information. On n'imagine pas l'isolement de ces communautés dans les années 70, encore semi-nomades sur les territoires de chasse. Une partie de l'année sous les tentes, l'autre dans des cabanes, sans électricité, encore moins de téléphone.
Pour se rendre en ville, il fallait cannoter et portager des jours jusqu'au chemin de fer qui les amenait soit à La Tuque, soit à Amos. De passage à l'hôpital pour accoucher, Alice, la mère, qui ne parle pas français, questionne tout de même les infirmières. Une fois, ils l'ont dit, « Elle n'avait pas de voix, ta fille. Oublie-la. Elle n'avait pas de voix, ta fille. » C'est ça qui s'est fait répondre. Des propos repris par un Blanc au village qui avait le téléphone si précieux. Oublie ta fille, t'en as d'autres enfants, puis fais-en d'autres encore. Mais oublie-la, elle. Puis ma mère, elle avait répondu, non, c'est quand même mon enfant, c'est ma fille, puis je suis quand même attachée à elle, je veux la garder. Les enfants, là, ils sont vraiment aimés, puis ils sont vraiment couvés. Alors, de penser qu'il ne manquera pas aux parents, ou que le parent n'a pas besoin de faire son deuil, ça, c'est bien que ça. Je ne pourrais jamais comprendre ça. Anne-Diane Béliveau a été engagée dans les années 70 pour mettre sur pied de véritables services sociaux à Manawan. Elle témoigne de la mentalité de l'époque dans les hôpitaux. Souvent, on me faisait des signalements qui n'étaient pas justifiés. Tu fais pas un signalement parce que l'enfant arrive sale. Tu fais pas un signalement parce que l'enfant il fait de l'impédigo. Si vous viviez là, avec les mouches noires qu'il y a là-bas, là, laissez-moi vous dire que l'impédigo, n'importe quel enfant, blanc ou carotté, il y en aurait. Certains médecins, ils trouvaient que si eux considéraient que l'enfant était en besoin de protection, qu'on devrait se mettre à terre et le faire. Ce qui me choque, c'est que les ressources infantilisaient les parents. C'est la façon dont sont regardés les parents autochtones depuis longtemps. Marie-Pierre Bousquet est la directrice du programme d'études autochtones à l'Université de Montréal. Tous ces peuples-là ont réussi à vivre, parfois dans des conditions très hostiles, pendant des siècles, en se débrouillant parfaitement bien. Et c'était pas des enfants, là, c'était des gens qui avaient des savoirs, qui étaient capables de gérer des choses très compliquées au quotidien, de rendre la justice. Et puis, tout ce système les a traités comme des gens incapables de se gérer eux-mêmes. Oui, il y a des choses différentes. Elle dit, moi, j'en ai eu 15, puis à part Diane, là, j'ai toujours bien gardé mes enfants. Dans les communautés atikamekw, les enfants sont partout, avec leurs jeux et leurs rires. Les enfants volés n'ont pas été oubliés, mais jusqu'ici, les parents les ont pleurés en silence. Après la pause, l'histoire de la disparition de Diane connaît un dénouement inespéré. Il n'y a pas une communauté atikamekw, pas une famille qui n'a pas connu la souffrance de perdre la trace d'un enfant. Que l'on soit à Opichiwan, Wemotachi ou Manawan, il suffit de tendre l'oreille et le micro pour entendre l'histoire d'enfants volés. Comme celle du frère de Suzanne, Marcel, qui a disparu de l'hôpital d'Amos et qui a été retrouvé à Montréal des années plus tard. C'était juste pour un bras cassé. Il est parti plusieurs années. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à Montréal avec un bras cassé? Ça a l'air qu'il était déjà sur une liste en adoption. Une chance qu'on a réussi à le retrouver à temps, sinon on l'aurait perdu. Suzanne se souvient du retour de son frère. Moi, j'étais à l'école. Je suis partie tout de suite à la maison, puis quand je l'ai revu, j'ai vu qu'il avait grandi. Puis il parlait en anglais, je pouvais pas lui parler. C'est comique. On ne comprenait pas ce qu'il nous disait, mais il avait l'air tout joyeux, content d'être là. Autre famille, autre disparition. Je pense que c'était le kidnapping. Sa sœur Pierrette est née à l'hôpital de La Tuque, le cordon autour du cou. Elle avait besoin de soins. Mais, surprise, lorsque le père va la visiter, elle a disparu. Bien, ils ont posé des questions aux médecins, comme en colère, où est-ce qui est parti le bébé de mon père. Ils l'ont retrouvée dans une famille d'accueil à 15 km de là. Ils ne savaient même pas qu'il était placé là. C'est aussi, au moins, il aurait averti ma mère, mon père, tu sais. L'enfant a ensuite été envoyé à l'hôpital à Montréal. Les parents ont réussi à la visiter jusqu'à ses 2 ans. Mais un jour,
le curé les attend à l'arrivée du train. Il dit, votre fille est morte. De ma mère, il dit, ça se peut pas. Elle allait très, très bien quand on est parti de là-bas. Il y avait un train qui retournait pour aller à Montréal. Quand ils ont voulu prendre le train, le curé puis le brakeman, ils ont arrêté ma mère puis mon père pour pas qu'ils embarquent dans le train. Il a même tiré ma mère, puis ma mère, elle se débattait pour embarquer dans le train, pour aller voir sa fille. Au moins aller le chercher puis l'enterrer ici. Avez-vous un avis de décès? Non, pas en tout. Même chose pour le frère de Jasmin, hospitalisé aussi à Montréal en 1970. Il serait décédé quelques mois plus tard, selon l'infirmière qui a appelé la mère. Jamais d'avis de décès, rien, là. Tout ce temps-là, ma mère a tout le temps pensé qu'il serait vivant, il n'a jamais été mort, là. Mais pourquoi penser que votre frère il pouvait être vivant? Parce qu'il savait les quatre soleils, puis en plus, elle entendait des histoires comme ça, là, aussi, qu'il y a des enfants qui ont été enlevés, puis on leur avait dit que leur enfant était mort, puis quelques années plus tard, il était retrouvé. Je me rappelle d'avoir été estomaquée, qu'on lui dise qu'il était mort puis qu'elle n'avait pas de... avait rien. La travailleuse sociale, Anne-Diane, a elle-même retrouvé vivant un enfant pourtant déclaré mort. Elle est venue me voir en me disant « Mon bébé n'est pas revenu à Manman avec moi. » Puis là, on m'a dit qu'il était mort, mais je voudrais savoir où il est. J'ai dit « Écoute, je vais chercher. » Puis je l'ai trouvé. Vous l'avez retrouvé? Il n'était pas décédé du tout, mais il avait été transféré dans une ressource à Montréal. C'est vraiment une injustice, là, par rapport à... C'est comme voler quelque chose à une personne, là. Qu'est-ce qui a permis cette injustice? Le ministère des Affaires indiennes avait-il émis une directive, comme dans le cas des pensionnats? J'ai jamais trouvé de directive particulière concernant les enfants autochtones, mais ce genre de cas est assez commun dans les communautés. C'est pas les médecins ou les travailleurs sociaux ou les missionnaires ou les agents des affaires indiennes qui prenaient ce genre de décision. C'est une mentalité générale. Les gens là-dessus qui m'ont voir, ça fait bien longtemps, ils m'ont dit « Ah, c'est Diane Arvizet. » Il y en a un autre qui m'ont dit « Diane, parce que là, je sais que ça devient de quelle année à peu près, c'est quand j'ai changé de nom légalement. » Moi, c'est Diane. Bon, moi, je m'appelle Diane, c'est moi Diane. Et oui, Diane a retracé sa famille atikamekw à l'adolescence. Je voyais des Autochtones en ville, mais je savais pas que c'était ma parenté, je savais pas qui était dans ma parenté. À leur première rencontre, elle découvre toute une fratrie. Le premier qui est venu me trouver, c'est Armand. Jacinthe est arrivé. Après ça, il me disait, lui, c'est ton frère, lui, c'est ton frère. Là, il me montrait dans l'aréna, c'était qui mes frères. Puis le mec, je suis arrivé à côté de moi, il dit, c'est moi ton jumeau. Là, je regarde, OK, ton salut. jumeau? Oui. Un jumeau, élevé sur la réserve, dans une langue inconnue de Diane. Plus jeune, là, je trouvais ça plus difficile parce que je pouvais pas y parler en langue atikamekw. Elle parlait pas la langue. Il y a un manque à quelque part, là. Il y a un manque de quelque chose qu'on ne pourra jamais le récupérer, ça. Puis aussi la culture. Elle n'a pas connu la culture beaucoup dans le bois. Puis, tu sais, on aurait aimé ça qu'elle vienne vivre ici, mais elle, non, c'est pas ça. Elle a plus voulu aller vivre dans une grande ville. Des fois, je me dis, moi, je suis une indienne de la ville. Ces histoires d'enfants volés hantent les familles atikamekw. Les archives médicales que nous avons retracées ne font pas le poids devant l'espoir que les familles ont entretenu pendant des années. Ça prendrait plus que ça prendrait la vérité. As-tu quelqu'un qui peut parler un beau jour pour dire « Moi, je me souviens de cet enfant-là, exactement, les parents de Lauriana. » C'est injuste. La vérité concernant Lauriana, nous l'avons découvert après cette visite. Un témoin de l'époque nous confirme que l'enfant n'a pas été enterré dans la fosse commune du cimetière, comme on le croyait, mais dans un champ, à côté, comme un chien.
Et en terminant, Anne, vous continuez de recevoir de l'information sur des enfants disparus? J'ai presque envie de dire hélas. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de cas que je ne l'imaginais au départ. Et là, les familles me disent que certains hôpitaux ne sont pas collaborateurs, leur demandent, même si c'est la famille, une requête à la cour pour obtenir l'information. Un obstacle de plus pour connaître la vérité. Merci de la faire connaître, cette vérité sur ce drame des enfants autochtones disparus. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres enquêtes.